Alors, il y a une énorme mobilisation des familles des victimes qui craignent que cette enquête ne termine comme toutes les enquêtes ayant suivi les tragédies libanaises. Nous avons connu une centaine d'assassinats politiques dans ce pays et dans la quasi-totalité des cas, il n'y a aucune piste qui émerge, une impunité totale, aucune condamnation. Donc cette fois-ci, ce n'était pas une explosion, ce n'était pas un assassinat politique qui ciblait une personnalité en particulier, c'était une gigantesque explosion, la plus grande explosion non nucléaire de l'histoire. Et le nombre de victimes a été conséquent, il aurait pu l'être encore plus si beaucoup de Libanais n'avaient pas miraculeusement échappé à cette explosion. Donc il y a aujourd'hui une très forte détermination, bien sûr des principaux concernés, des familles des victimes, mais aussi de la société libanaise dans son ensemble pour que cette enquête aboutisse. Malheureusement, il est à craindre que compte tenu du fait que l'indépendance judiciaire au Liban n'est pas encore suffisamment solide, un projet de loi sur ce sujet traîne toujours dans les tiroirs du Parlement, il est à craindre que cette enquête ne finisse par punir uniquement quelques lampistes et qu'elle ne puisse pas toucher les véritables responsables qui, à ce jour, se cachent derrière leur supposée immunité parlementaire en interprétant de façon erronée la Constitution libanaise, car la Constitution prévoit une immunité pour les parlementaires uniquement lorsqu'il s'agit de déclarations faites dans l'exercice de leurs fonctions et certainement pas pour des affaires pénales de cet ordre. Najib Mikati a été déjà 2 fois Premier ministre. C'est un personnage très habile qui est relativement en bon terme avec les deux bords de l'échiquier politique libanais, qui a des relations à l'international qui sont assez solides, mais c'est en effet une figure qui incarne l'establishment politico-financier libanais. C'est un milliardaire, c'est un homme qui est originaire de la ville de Tripoli au Liban Nord. Il a réussi dans le passé à tenir les rênes du gouvernement dans des périodes assez difficiles. Je pense à la période de 2005 suite au retrait de l'armée syrienne. Il avait géré un gouvernement de transition qui avait préparé les élections législatives. Il avait par la suite été à nouveau Premier ministre en 2011. À ce stade, il est apparu qu'il n'y avait pas véritablement d'alternative. Beaucoup de Libanais auraient souhaité l'émergence d'une nouvelle figure issue de la société civile, issue des mouvements de protestation, mais le Parlement est toujours contrôlé par les mêmes forces politiques et Najib Mikati est celui qui a recueilli le plus de suffrages, probablement par son habileté, par le fait qu'il ait des relations cordiales aussi bien avec les États-Unis qu'avec la France, qu'avec la Syrie, qu'avec l'Arabie Saoudite. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui s'entoure un peu mieux que d'autres leaders politiques libanais, c'est-à-dire qu'il a quelques conseillers qui maîtrisent les dossiers techniques. Donc il faut espérer que ce gouvernement, qui est un peu le gouvernement de la dernière chance, sera composé de personnalités réformatrices, indépendante et ayant suffisamment de courage pour prendre à bras-le-corps les énormes problèmes auxquels le Liban fait face aujourd'hui. Beaucoup de Libanais sont parvenus à la conclusion que le seul langage que cette classe politique mafieuse et corrompue qui gouverne le pays
que le seul langage qu'elle peut comprendre, c'est celui des sanctions internationales, des sanctions ciblées, du gel des avoirs mal acquis de la classe politique dans les banques françaises ou européennes, d'interdiction d'accès au territoire français et au territoire européen. Il faut véritablement les frapper au portefeuille. Ces sanctions ne constituent pas la panacée. On sait que beaucoup d'entre eux ont probablement des prête-noms, qu'ils ont réussi à placer de l'argent dans des paradis fiscaux. Mais l'objectif de ces sanctions serait de contribuer à les délégitimer à quelques mois des élections législatives dont nous espérons qu'elles pourraient permettre une percée ou du moins l'arrivée au Parlement d'une vingtaine de figures réformatrices. Donc ces sanctions sont importantes symboliquement parce qu'elles délégitiment cette classe politique et qu'elle les frappe au portefeuille. On parle quand même d'une classe politique qui a réussi à dilapider des centaines, plus de 170 milliards de dollars en flux de capitaux entrants, sont arrivés au Liban entre 1993 et 2012, en l'espace de 20 ans. C'est quasiment l'équivalent en termes de pouvoir d'achat de toutes les sommes qui ont été dépensées par les États-Unis au moment du plan Marshall pour reconstruire 15 pays européens, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas. Donc au Liban, toute cette aide internationale, tous ces flux de capitaux entrants ont été siphonnés par une classe politique qui ne les a pas investis dans des secteurs productifs et qui s'est constitué des fortunes assez faramineuses. C'est pour cela que beaucoup estiment aujourd'hui que les sanctions sont devenues nécessaires et indispensables. La flamme révolutionnaire ne s'est pas complètement éteinte. C'est vrai qu'il y a eu un certain désenchantement 2 mois après le 17 octobre 2019 qui avait vu des centaines de milliers de personnes dans toutes les villes du pays investir les rues, réclamer un nouveau contrat social, réclamer la fin du communautarisme, l'émergence d'un système politique fondé sur la citoyenneté. Il y a eu un certain recul de ces idéaux révolutionnaires. Le coronavirus a fait office de virus contre-révolutionnaire en quelque sorte, a contraint les gens à se confiner chez eux, a donné un peu d'oxygène à la classe politique. Mais il n'en reste pas moins que dans plusieurs échéances importantes, ce courant réformateur l'a emporté. D'abord aux élections de l'Ordre des avocats de Beyrouth, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Beyrouth, qui est enseignant ici à l'Université Saint-Joseph, l'a emporté triomphalement quelques mois après cette révolution d'octobre 2019. Ensuite, on a eu dans la plupart des universités du pays le triomphe pour la première fois de clubs laïques, c'est-à-dire d'étudiants proches des courants réformateurs, modernistes, laïques, qui veulent mettre à bas cette oligarchie politico-financière et ce système communautariste corrompu jusqu'à la moelle. Il y a eu encore plus récemment une victoire triomphale du mouvement de protestation aux élections de l'Ordre des ingénieurs. Il y a eu une vaste coalition qui allait de la droite jusqu'à la gauche radicale de tous ceux qui refusaient les partis de l'establishment. Cela dit, je ne suis pas persuadé que ces résultats positifs enregistrés dans les syndicats, à l'ordre des avocats, à l'ordre des ingénieurs et dans les universités puissent être transposés et puissent permettre l'émergence d'un même phénomène aux élections législatives de l'an prochain. Tout simplement parce que nous sommes ici en présence d'élites relativement urbaines, relativement instruites, proches de l'esprit révolutionnaire. Dans les universités privées du pays où les clubs laïcs l'ont emporté, on parle quand même de frais de scolarité qui sont supérieurs à 10 000 € par an. Donc il n'est pas certain que dans les régions périphériques, les régions reculées où le taux de pauvreté devient véritablement astronomique, selon la Banque mondiale, plus de 55% des Libanais vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Donc je crains
que dans beaucoup de régions du Liban, les partis traditionnels, les partis communautaristes, les milices et les mouvements de l'establishment ne parviennent encore une fois à tirer leur épingle du jeu en profitant de cette crise économique et de cette paupérisation généralisée de la population libanaise pour acheter au rabais des réseaux clientélistes et des électeurs. Il y a certainement une lassitude révolutionnaire. Les Libanais ont manifesté en masse pendant plusieurs mois avant l'émergence de la pandémie de coronavirus. Ils se sont rendus compte en quelque sorte qu'ils étaient en train de s'adresser à un mur, que la classe politique était complètement indifférente à ces mouvements de protestation. Et il y a aussi le fait que ce mouvement de protestation s'est heurté à d'abord des méthodes de répression très brutales qui ont été utilisées par les forces de l'establishment, qui ont fait front commun pour écraser ce mouvement révolutionnaire. On a envoyé des gros bras dans les rues pour tabasser les manifestants. Donc d'un côté, une répression assez virulente contre les protestataires, et de l'autre côté, à l'intérieur même du mouvement de protestation, il y a certaines divergences. Tout le monde aspire à dégager la classe politique existante, mais derrière ce dégagisme, il n'y a pas forcément la même vision du Liban de demain. Il y a toujours des divisions profondes sur la question des armes du Hezbollah, sur la question des politiques économiques et monétaires qui devraient être suivies. Compte tenu du fait que les élections législatives approchent, la plupart des groupes qui étaient actifs dans ce mouvement de protestation essaient aujourd'hui plutôt de se coaliser pour aller aux élections législatives sous une bannière commune et pour essayer de confirmer l'essai dans les urnes, de transformer politiquement ce mouvement de protestation qui avait commencé dans les rues de Beyrouth, de Tripoli, de Tyr, de Saïda le 17 octobre 2019 et qui était véritablement inédit dans l'histoire du Liban.